j'ai 71 ans et j'habite à Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, ce qui signifie qu'une bonne journée est une journée où vos genoux ne font pas le bruit d'un vieux parquet qui craque quand vous vous levez et où votre café est encore chaud avant que vous n'ayez eu le temps de l'oublier. C'est tout. C'est ça, mon seul critère. Et j'étais dans les clous. Mon café était chaud. Mes genoux étaient silencieux. Je regardais les oiseaux à la mangeoire que Hugo m'avait construite pour mon anniversaire. Il l'avait conçue de telle sorte que les écureuils ne puissent pas y accéder, avec un petit mécanisme de contrepoids. Il avait dessiné les plans un jeudi soir comme si de rien n'était. Et je me disais que la vie, tout bien considérée, était plutôt douce. C'est alors que j'ai entendu une voiture que je ne connaissais pas entrer dans mon allée. Une Audi rutilante, immatriculée à Paris, mais d'une propreté qui hurlait que sa propriétaire ne vivait plus dans la campagne profonde, ou alors dans la partie de la France qui a oublié qu'elle était rurale. Je l'ai su avant même que la portière ne s'ouvre. 11 ans. Et j'ai su quand elle est sortie en tailleur chic. Un tailleur à Saint-Junien. En septembre, il faisait encore 28 degrés et elle s'est pointée en veste de créateur comme si elle allait donner une conférence TED sur les raisons pour lesquelles elle avait abandonné son gosse. Elle avait ce regard sur le visage, celui qu'elle portait adolescente quand elle avait cassé quelque chose et qu'elle s'apprêtait à expliquer pourquoi ce n'était pas sa faute. Une sympathie travaillée. Un chagrin de façade. Aurélie, ma fille. Je n'ai pas bougé de la véranda. J'ai tenu ma tasse de café à deux mains et j'ai attendu. Papa, a-t-elle dit. Papa, mon Dieu, Aurélie, ai-je répondu. Elle a monté les marches de la véranda d'un pas assuré, comme si les lieux lui appartenaient encore. Elle a grandi dans cette maison, s'est écorché les genoux sur ses marches, a pris ses photos de balles de promo contre cette rambarde. Cette rambarde que j'ai repeinte 2 fois parce que Hugo aimait les cahiers quand il était anxieux. Et je me contentais de la repeindre au lieu de l'en empêcher, parce que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées et que certaines choses ne sont que de la peinture. Elle m'a regardé comme si elle voulait un câlin. Je l'ai regardée comme si je faisais un calcul mental complexe. On peut parler, a-t-elle demandé. Tu parles déjà, ai-je dit. Autant continuer. Elle s'est assise à ma table de cuisine, le royaume de Hugo, couverte de ses cahiers, de ses circuits imprimés à moitié assemblés, de ses post-it avec code couleur que j'avais appris depuis des années à ne jamais déplacer d'1 millimètre. Et elle a parlé pendant 20 minutes sans rien dire. Elle a parlé de guérison. Elle a parlé de croissance personnelle. Elle a parlé du fait qu'elle avait suivi une thérapie et qu'elle avait fait le travail. Elle a vraiment dit « le travail » comme s'il s'agissait d'un produit de marque, et elle a expliqué à quel point elle se sentait prête à avoir une relation avec son fils. Son fils. Je veux m'arrêter ici pour que vous compreniez quelque chose. Aurélie est partie quand Hugo avait 5 ans. Il venait d'être officiellement diagnostiqué autiste, même si ma défunte épouse Françoise et moi le savions déjà depuis 2 ans. Aurélie avait 27 ans. Elle a dit qu'elle n'était pas armée pour ça. Elle a dit que ce n'était pas juste pour lui d'avoir un parent qui ne pouvait pas lui donner ce dont il avait besoin. Elle a habillé son abandon avec le langage de l'altruisme, est partie dans une vieille Renault et a envoyé une carte de Noël exactement une fois, en 2017, qui est arrivée en janvier 2018, signée de son prénom et rien d'autre. Hugo a tenu la carte un instant, l'a posée sur la table et s'est remis à coder. Il avait 11 ans. Il avait déjà décidé qu'elle n'était pas une variable digne d'être calculée. Alors, quand elle s'est assise dans ma cuisine avec son tailleur chic en parlant de son fils, j'ai bu mon café lentement et je ne lui ai pas jeté au visage, ce que je considère comme l'un des plus grands exploits de mes 71 ans. Comment va-t-il, a-t-elle fini par demander. 16 ans, ai-je répondu. Brillant, en bonne santé, bien dans sa peau. J'ai vu l'article, a-t-elle dit. On y était. J'ai posé ma tasse. Ah bon, ai-je fait. Papa, je suis fier de lui. Je veux qu'il le sache. Je veux faire partie de sa vie. Aurélie, ai-je dit, quel est le nom de sa maîtresse de CP? Elle a scié. Quoi? Sa maîtresse de CP. Celle qui m'a appelé en pleurant parce que Hugo avait fait une crise à la cantine et qu'elle ne savait pas quoi faire, et j'ai conduit 40 minutes sous une averse de grêle pour aller le chercher. C'est quoi son nom? Silence. Madame Petit, ai-je dit. Mireille Petit. Elle a pris sa retraite en 2022. Elle envoie toujours une carte à Hugo pour son anniversaire. Chaque année, à l'heure.
J'ai repris ma tasse. Tu disais donc que tu étais fier de lui. Aurélie est repartie 20 minutes plus tard en disant qu'elle voulait simplement rétablir le contact. Elle m'a serré dans ses bras à la porte. Je l'ai laissé faire comme on laisse un dentiste faire ce qu'il a à faire. 3 jours plus tard, la lettre de l'avocat est arrivée. Maître Girard est mon avocat et mon ami depuis 1987. Nous avons joué au rugby ensemble jusqu'à ce que ses hanches et mes genoux décident d'un commun accord de nous mettre à la retraite. C'est un homme bon, honnête, et il a ce genre de visage qui ne sait pas mentir, ce qui est à la fois un atout dans notre amitié et un handicap à ce moment précis où il a levé les yeux de la lettre, m'a regardé par-dessus son bureau et a dit « Jean-Pierre, elle pourrait avoir gain de cause. » Je l'ai fixé. « Explique-moi ça lentement, ai-je dit, en utilisant des mots simples parce que je dois m'assurer que je comprends bien avant de faire un AVC dans ton bureau. » Il me l'a expliqué calmement. Aurélie n'avait jamais légalement renoncé à son autorité parentale. J'avais élevé Hugo par amour, par habitude et par nécessité, avec le genre de paperasse qui s'accumule dans des dossiers de l'école mais pas dans les tribunaux. Pas d'ordonnance de tutelle formelle, pas de document légal transférant l'autorité. Sur le papier, je n'étais qu'un grand-père qui avait pris le relais de manière informelle. Hugo était mineur. Ses gains issus du rachat de son application, Pont de Sens, soit 5 200 000 €, étaient techniquement les actifs d'un enfant mineur. Son parent légal avait donc un droit de regard. Je suis rentré chez moi en silence. Je suis resté assis dans l'allée pendant 10 minutes avant d'entrer. Hugo était à la table de la cuisine, son casque sur les oreilles, 3 moniteurs allumés, examinant quelque chose qui m'aurait probablement pris 4 ans à comprendre. Je me suis assis en face de lui. Il a enlevé son casque, ce qui signifiait qu'il savait déjà que quelque chose ne allait pas. Parce que Hugo analyse l'atmosphère d'une pièce comme d'autres lisent des livres en gros caractères, facilement, totalement et plus vite qu'on ne l'imagine. Girard dit qu'elle pourrait gagner, ai-je dit. Je ne suis pas un homme qui dit les choses difficiles facilement. Françoise disait toujours que je traitais mes émotions comme un vieux camion traite les matins de gel, lent à démarrer, besoin de plusieurs essais, mais finit par y arriver. J'avais appris avec Hugo à dire les choses franchement, sans sous-entendu, juste les faits. Il m'a regardé longuement. Puis il a regardé son écran. Puis il a dit très calmement les mots que j'entendrai pour le reste de ma vie, laisse-la parler, papy. Je m'en occupe. Il a remis son casque. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Ma première réaction n'a pas été la confiance. Ma première réaction a été la terreur particulière d'un homme de 71 ans réalisant que l'adolescent de 16 ans en face de lui était peut-être la personne la plus intelligente de la situation. C'est un sentiment déstabilisant. C'est le genre de sensation qui vous oblige à vous asseoir et, si possible, à manger quelque chose. J'ai préparé 2 croque-monsieur et je suis resté là pendant qu'il tapait sur son clavier, et j'ai pensé au fait que je faisais confiance à l'instinct de ce garçon depuis qu'il avait 9 ans et qu'il m'avait annoncé que le chauffe-eau allait lâcher avant même qu'il ne tombe en panne. Il avait remarqué un motif sonore dans les tuyaux. Il m'avait expliqué que cela indiquait une incohérence de pression, et il avait raison. À l'époque, je ne savais pas s'il fallait réparer le chauffe-eau ou l'inscrire dans une école spéciale pour génie. Il ne s'était jamais trompé sur un schéma récurrent. J'ai mangé mon croque-monsieur. J'ai décidé de lui faire confiance. J'ai aussi appelé Girard et je lui ai dit, rassemble tous les documents que nous pouvons trouver et commence à monter un dossier. Parce que faire confiance à Hugo ne signifiait pas rester les bras croisés. Ce gamin tenait son instinct de quelqu'un. Ce qu'Aurélie ne comprenait pas, ce que son avocat très cher, maître Valérie Dumas de Limoges, ne comprenait pas, c'était qu'elle s'adressait à un garçon qui avait construit une application de communication révolutionnaire. Hugo n'avait pas créé Pont de Sens parce qu'il voulait de l'argent. Il comprenait à peine ce que 5 millions d'euros signifiaient en termes pratiques. Quand l'offre de rachat est arrivée, sa première question à Girard, transmise via une note dactylographiée, était « Est-ce assez pour payer la retraite de papy et financer encore 3 ans de développement ?» Girard avait dû sortir dans le couloir pour reprendre ses esprits tellement il était ému. Hugo avait créé cette application parce qu'il avait passé son enfance à voir des enfants non-verbaux être incompris. Il les avait vus être étiquetés, ignorés, réorientés. Il avait été l'un d'eux les premières années. Et il savait, parce que je le lui avais montré, que le problème ne venait pas des enfants. Le problème était que personne n'avait construit le bon pont. Alors il en a construit un.
L'application utilisait la reconnaissance de motifs et une IA adaptative pour aider les enfants non-verbaux à communiquer avec leurs soignants et leurs enseignants en temps réel. Elle comptait 340 000 utilisateurs actifs en 14 mois. Elle avait fait pleurer des investisseurs chevronnés lors de la présentation, que Hugo avait faite via une vidéo préenregistrée parce qu'il ne voulait pas prendre l'avion. Et le PDG de la firme acquéreuse m'avait appelé après coup pour me dire « Monsieur Booker, votre petit-fils est exceptionnel. » Oui, avais-je répondu, il l'est. Ce que, pont de sens, exigeait de Hugo, c'était de comprendre la communication en profondeur. Comment les gens disent les choses, comment ils évitent de les dire, l'écart entre ce que quelqu'un transmet et ce qu'il pense réellement. Il avait étudié cet écart toute sa vie, observant les personnes dites neurotypiques, tourner autour du pot, simuler des sentiments, construire des récits, et il était devenu très doué pour trouver la vérité au milieu du bruit. Alors, quand Aurélie a commencé à lui envoyer des SMS, il a répondu. Je ne le savais pas au début. Il me l'a dit plus tard, une fois que tout était fini, m'expliquant tout comme un professeur patient avec un élève un peu lent, ce que j'étais dans ce contexte. Son premier message disait « Hugo, c'est ta maman. J'espère que ça va. Je veux juste que tu saches que je pense à toi et que je t'aime. » Sa réponse, 3 heures plus tard, « Bonjour, comment avez-vous eu ce numéro ?» Elle a répondu que mon numéro était dans l'annuaire et qu'elle avait obtenu le sien par un contact commun. Il a dit « D'accord » et rien d'autre. Elle a renvoyé un message 2 jours plus tard. Il a répondu lentement, brièvement, assez chaleureusement pour maintenir la ligne ouverte. Puis il a commencé à poser des questions. « De quoi vous souvenez-vous de moi quand j'étais petit ?» Elle a répondu par quelque chose de vague, disant qu'il était si curieux et brillant. Générique, le genre de choses qu'on dirait d'un enfant qu'on a vu dans un film. Quel était mon plat préféré quand j'avais 5 ans? Longue pause. Puis, je me souviens que tu aimais les pâtes. Il aimait les pâtes maintenant. À 5 ans, il refusait catégoriquement les pâtes à cause de leur texture. Il ne mangeait que 4 aliments à cet âge, du riz, des œufs brouillés, des tranches de pommes sans la peau, et une marque spécifique de biscuits salés que je devais aller acheter à l'autre bout du département parce que le supermarché du coin ne les vendait plus. Et le regard sur son visage quand je rentrais avec 3 boîtes est une chose que j'emporterai dans ma tombe. Elle ne savait rien de tout cela. « Pourquoi avez-vous décidé de revenir maintenant ?» a-t-il texté. Sa réponse, et je veux que vous y réfléchissiez bien, sa réponse a été « J'ai vu ce que tu as accompli, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus laisser la peur me tenir éloigné de mon fils. » Elle a vu ce qu'il avait construit. Pas lui, pas celui qu'il était devenu, mais ce qu'il avait construit. Hugo a pris des captures d'écran de chaque message. Puis il est allé au bureau de Girard tout seul. Il a organisé le rendez-vous, et je ne l'ai appris qu'après. Il a remis à Girard un document imprimé de 14 pages. C'était chaque message, chaque transcription de message vocal, organisée chronologiquement avec des annotations marginales expliquant ce que chaque réponse révélait sur les intentions et les connaissances d'Aurélie. Les annotations étaient codées par couleur. Girard m'a appelé ce soir-là et m'a dit « Jean-Pierre, je te dois des excuses. » Pourquoi? Pour avoir suggéré que tu pourrais perdre. Je ne suis pas un génie de l'informatique. Je ne sais pas créer d'application. Je peux à peine mettre à jour mon téléphone sans appeler Hugo depuis l'autre pièce. Mais je suis un homme de 71 ans qui a travaillé 34 ans comme expert en sinistre pour les assurances de la région. Et s'il y a bien une chose que ce métier vous apprend, c'est comment trouver ce que les gens essaient d'enterrer. J'ai commencé à passer des appels. Le mari d'Aurélie, un homme nommé Stéphane, que j'avais rencontré exactement 2 fois, et les 2 fois il m'avait donné le genre de poignée de main qui est plus une démonstration de force qu'une salutation. Stéphane était en difficulté financière. Son entreprise de rénovation à Lyon avait 3 saisies en cours, un procès d'un sous-traitant et une restructuration de prêts déposés au tribunal de commerce. Dossier public, une matinée avec un ordinateur, et voilà. Le timing du retour d'Aurélie n'était pas un chagrin devenant enfin du courage. C'était des mathématiques. Mais ce qui m'a vraiment achevé, ce qui m'a fait m'adosser à ma chaise et fermer les yeux pendant 1 minute entière, ce sont les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je considère cela comme une surveillance volontaire par des gens qui paient en plus pour ce privilège. Mais ma voisine, Colette, est très active sur Facebook et elle est aussi profondément attachée à la justice. Quand je lui ai expliqué la situation par-dessus la clôture un soir,
elle m'a imprimé le profil d'Aurélie et me l'a mis entre les mains dès le lendemain matin. 11 ans de publication. Son mariage avec Stéphane en 2019, des vacances, des dîners au restaurant, une série de posts sur son parcours de bien-être, les annonces de l'entreprise de son mari, des photos de Noël, des anniversaires. Hugo n'apparaissait pas une seule fois. Pas une fois. Pas un « mon fils va bien » ou « une pensée pour ma famille aujourd'hui ». Aucune trace. Pendant 11 ans, sur la plateforme où elle documentait sa vie de femme épanouie, son fils n'existait pas. Jusqu'au 14 septembre 2024, 2 jours après que le rachat de Pont de Sens a fait les gros titres de la presse économique. Son post disait « Tellement fier de l'incroyable réussite de mon fils. Il a toujours été exceptionnel. Mon cœur de maman est comblé. » Elle a eu 47 mentions, j'aime. Un commentaire disait « Tu dois être si fier. » Un autre, « Le talent est de famille. » L'audience a eu lieu un jeudi. Juge Lemaître à la présidence du tribunal des affaires familiales de Limoges. J'ai porté le même costume que pour l'enterrement de Françoise, parce que c'est le seul que je possède et parce que je pensais que Françoise aurait voulu être là pour ça. Girard était calme. Il était calme depuis l'histoire du document de 14 pages. Le genre de calme d'un homme qui sait qu'il a un carré-da en main. Aurélie est arrivée dans un tailleur gris anthracite. Maître Dumas, son avocate, était l'une de ces femmes qui marchent comme si elles avaient déjà gagné. La posture de quelqu'un qui facture 450 € de l'heure et estime que cela doit se voir de l'autre côté de la salle. Elle a posé un classeur en cuir sur sa table. Le classeur avait des intercalaires. Moi, j'avais une clé USB. Girard avait une boîte d'archives. J'ai regardé la boîte et j'ai pensé à Hugo, qui était resté à la maison parce qu'il le souhaitait, affirmant que l'audience n'était pas un endroit qui nécessitait sa présence physique. Et j'avais accepté, parce que je n'ai jamais forcé Hugo à aller dans un espace qui ne lui convenait pas. Il était chez lui. Son casque était sur ses oreilles. Il m'avait préparé un thermos de café pour la route et l'avait posé près de mes clés sans dire un mot. Ce gamin. La juge est entrée, nous nous sommes tous levés et j'ai pensé, Françoise, c'est pour nous deux. Tu as fait les 5 premières années. J'ai fait les 11 suivantes. Finissons en. Maître Dumas a commencé par une prestation que je dois admettre, même à contre-cœur, comme impressionnante. Elle a exposé le cadre juridique avec clarté. Autorité parentale jamais déchue. Arrangement informel jamais codifié. Une mère qui avait dû faire face à des défis de santé mentale. Défis de santé mentale, c'était l'expression choisie pour porter tout le poids du mot « abandon ». Et qui était maintenant stabilisée, guérie, et cherchait à faire partie de la vie de son enfant mineur et à s'impliquer dans les décisions concernant ses actifs financiers substantiels. Elle était prudente. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait l'argent. Elle a dit qu'elle voulait une implication parentale appropriée dans la gestion de patrimoine pour un mineur. C'est la même chose, juste mieux éclairée. La juge écoutait sans expression. Puis elle a demandé si Aurélie souhaitait s'exprimer. Girard m'a jeté un coup d'œil. J'ai secoué la tête légèrement. Laisse-la parler. Aurélie s'est levée. Elle était bonne, je lui accorde ça. Elle avait manifestement répété parce qu'elle a pleuré exactement au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard, juste quand le récit avait besoin d'une confirmation émotionnelle. Elle a parlé de son sentiment d'impuissance, de son manque d'outils à l'époque, des années de thérapie et de son cheminement pour se comprendre elle-même. Elle a parlé de son désir de connaître son fils. C'était une belle performance. Elle a duré 6 minutes. Puis la juge l'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Maître Dumas, Aurélie, j'aimerais vous poser quelques questions directement. » Dumas a commencé à se lever. « Votre honneur, ma cliente est une adulte qui vient de demander à ce tribunal de lui accorder une autorité légale et financière importante sur son enfant, » a dit la juge d'un ton aimable. « J'aimerais m'entretenir directement avec elle. Veuillez vous rasseoir. » Maître Dumas s'est rassise. J'ai regardé droit devant moi et je n'ai pas souri, ce qui fut la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de toute la journée. « Aurélie, » a dit la juge, « pouvez-vous décrire les principales sensibilités sensorielles de Hugo et comment sa routine quotidienne s'y adapte ?» Silence. « Prenez votre temps, » a ajouté la juge. « Il a besoin d'espace calme, » a balbutié Aurélie. « Il n'aime pas les environnements bruyants. »
Des adaptations spécifiques? Que mange-t-il? Quels sont ses cycles de sommeil? Quel est son mode de communication sous stress? Encore le silence. Aurélie a regardé son avocate. Maître Dumas ne pouvait pas l'aider. Personne ne pouvait l'aider parce qu'on ne peut pas préparer une réponse à une question qui nécessite 11 ans de présence. Je n'ai pas pu être impliqué, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Qui assistait à ces réunions de suivi pour son projet personnalisé de scolarisation, a demandé la juge. C'est quoi? Les réunions annuelles où les enseignants et les spécialistes s'asseyent avec le parent pour discuter du plan d'apprentissage spécifique de l'enfant. J'ai assisté à chacune d'entre elles, de la maternelle jusqu'à l'année où Hugo a décidé qu'il en avait fini avec l'école traditionnelle à 14 ans et que nous sommes passés à un tuteur spécialisé qu'il appréciait vraiment. Aurélie ne savait même pas ce qu'était un PPS. La juge a pris une note. Je l'ai vu l'écrire. Parlez-moi de pont de sens, a dit la juge. Expliquez-moi ce que fait cette application. Aurélie s'est un peu animée. Un terrain plus sûr, pensait-elle. C'est une application de communication pour les enfants. Elle a beaucoup de succès et Hugo a manifestement un don. Comment fonctionne-t-elle? Elle aide les enfants à communiquer avec leurs parents. Elle utilise la reconnaissance de motifs adaptative, a rectifié la juge, pour construire des profils de communication individualisés pour les utilisateurs non-verbaux, s'intégrant au cadre de communication alternative existant. Elle n'aide pas les enfants à communiquer avec leurs parents de manière générale. Elle construit un pont linguistique unique pour chaque utilisateur. Votre fils l'a construite spécifiquement parce que les aides à la communication standard n'étaient pas assez adaptables pour les enfants ayant des profils sensoriels très individualisés. Elle a marqué une pause. Je me suis renseigné sur le sujet quand cette affaire a été déposée parce que j'estimais devoir savoir de quoi nous parlions. Une autre pause. Avez-vous utilisé le produit avant de venir ici aujourd'hui? Aurélie n'a rien dit. La réponse était écrite sur son visage dans une taille de police que n'importe qui pouvait lire depuis le fond de la salle. Puis Girard s'est levé. Il a déroulé son dossier comme un homme qui avait tout son temps. 11 ans de dossier scolaire. Ma signature chaque année, chaque entretien, chaque visite chez le spécialiste, chaque formulaire d'adaptation, mon nom, mon écriture, mon numéro dans la case contact d'urgence, et en dessous, dans la case contact secondaire, néant. Dossiers médicaux, même histoire. Dossiers fiscaux, Aurélie, déclarant ses impôts conjointement avec Stéphane, avait déclaré 0 enfant à charge pendant 11 années consécutives. Elle avait légalement affirmé au gouvernement français, sous peine de parjure, qu'elle ne subvenait pas aux besoins financiers d'un enfant chaque année pendant 11 ans. Elle y avait apposé sa signature. Maître Dumas griffonnait furieusement sur son bloc-notes avec l'énergie d'une femme qui ne prévoit plus son dîner de victoire. Puis Girard a dit, « Votre honneur, j'aimerais verser au dossier une série de communications par SMS entre la requérante et l'enfant mineur, ainsi qu'une déclaration écrite sous serment de Hugo Raymond Booker, soumise avec ses propres mots à sa propre demande. » Il a remis la clé USB au greffier. Puis il a tendu la déclaration à la juge. Elle l'a lue. La salle d'audience était si silencieuse que j'entendais le stylo du greffier. La juge a lu pendant ce qui a semblé être 3 bonnes minutes. Je le sais parce que j'ai compté mes propres respirations. À un moment donné, elle s'est arrêtée, a levé les yeux brièvement vers le vide, puis a baissé les yeux à nouveau. Je savais ce qu'elle lisait. Hugo me l'avait montré la veille au soir, assis à la table de la cuisine, me le glissant sans cérémonie avant de retourner sur son ordinateur portable, me laissant l'intimité d'avoir la réaction que je voulais. Je l'avais lu 2 fois. Puis j'étais allé dans la salle de bain pour me passer de l'eau froide sur le visage pendant un long moment. Il avait écrit sur le « toc-toc », ce cognement spécifique que je fais sur la porte de sa chambre, 3 coups brefs, une pause, 2 coups brefs. J'avais instauré ça quand il avait 7 ans parce qu'il avait besoin de savoir exactement qui entrait avant que la porte ne s'ouvre, et nous avions trouvé ce code ensemble après environ 1 mois d'essais et d'erreurs. Il avait écrit sur les biscuits salés. Il avait écrit sur la dernière année de Françoise, quand je gérais sa maladie et les besoins de Hugo simultanément, et comment, à 9 ans, il avait commencé à me préparer du thé le matin sans que je lui demande rien parce qu'il avait identifié, il l'a écrit tel quel. Que mes indicateurs de cortisol étaient élevés, et qu'il avait lu que les liquides chauds aidaient, et que c'était la seule variable qu'il pouvait contrôler. Mon gamin de 9 ans me faisait du thé parce qu'il s'inquiétait pour moi.
Je n'avais même pas réalisé qu'il comprenait ce qui se passait pour Françoise. Il ne disait rien, il faisait juste du thé. Il a écrit sur l'application. Il a écrit qu'il l'avait construite à cause d'un garçon qu'il avait vu dans un groupe de thérapie quand il avait 11 ans. Un garçon qui avait quelque chose à dire et aucun moyen de le dire. Et il s'était dit, c'est un problème d'ingénierie, et les problèmes d'ingénierie ont des solutions, et j'ai du temps. Il a écrit que la raison pour laquelle il avait du temps était que Jean-Pierre Booker avait organisé son monde assez soigneusement pour qu'il ait toujours du temps pour réfléchir. Et enfin, les dernières lignes, celles pour lesquelles Girard m'avait prévenu, celles qu'il versait au dossier mais que la juge ne lirait pas à haute voix parce que Hugo avait demandé qu'elle reste entre lui-même, le tribunal et son papy. La juge a posé la déclaration. Elle a regardé Aurélie pendant un long moment. Aurélie avait arrêté de jouer la comédie. C'était le signe qui ne trompait pas. Son chagrin était réel maintenant, mais c'était un autre genre de chagrin. Le chagrin de quelqu'un qui voit quelque chose qu'il convoitait s'éloigner hors de portée, ce qui n'est pas la même chose que le chagrin de perdre quelqu'un qui nous manque. Et je pense qu'au fond d'elle-même, elle connaissait la différence. La demande de rétablissement de l'autorité parentale est rejetée, a déclaré la juge. Maître Dumas n'a pas réagi, les professionnels absorbent les défaites différemment. Aurélie a émis un petit bruit étouffé. De plus, a poursuivi la juge, j'accorde la tutelle légale permanente et formelle à Jean-Pierre Booker, ce qui aurait dû être documenté il y a des années et reflète franchement une lacune du système. Monsieur Booker, vous travaillerez avec votre avocat pour formaliser cela correctement. Elle a regardé Girard. J'imagine que c'est déjà en cours. Déjà rédigé, votre honneur. Très bien. Elle a regardé les documents fiscaux d'Aurélie une dernière fois. Je transmets également les 11 années de déclaration de statut de personne à charge de la requérante à l'administration fiscale compétente pour examen. Ce n'est pas punitif, c'est procédural. Elle l'a dit sur le ton dont on discute de la météo. L'audience a été levée. Elle s'est levée. Nous nous sommes levés. Elle est partie. Maître Dumas avait son classeur sous le bras et son manteau sur l'autre et était déjà à moitié sorti que Aurélie n'avait pas encore réalisé ce qui s'était passé. Je suis resté assis un moment. Girard a posé sa main sur mon épaule. Jean-Pierre, donne-moi une seconde, ai-je dit. J'ai pensé à Françoise. J'ai pensé à l'époque où Hugo avait 3 ans et où nous avons su pour la première fois, nous deux assis à cette même table de cuisine pendant qu'il dormait. La main de Françoise sur la mienne, me disant « On va trouver une solution ». J'ai pensé au fait qu'elle n'avait pas pu le voir construire la mangeoire, ni recevoir l'offre de rachat, ni écrire cette déclaration. J'ai pensé à la façon dont elle aurait géré cette journée. Elle aurait pleuré dans la voiture, puis aurait préparé un grand repas et fait comme si ce n'était qu'un mardi ordinaire. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je suis sorti dans l'après-midi Limousin, qui était chaud et indifférent, avec cette odeur d'automne qui arrive, comme toujours en octobre. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Ils pensent qu'elle ressemble à un discours dramatique dans un tribunal, à une porte qui claque ou à un éclat de voix qui résonne. Les films nous ont mis ça dans la tête. La vraie vengeance est silencieuse. La vraie vengeance est le son spécifique du bon dénouement arrivant après une longue période d'incertitude. Je suis rentré chez moi. Je me suis arrêté au supermarché et j'ai acheté les ingrédients pour des pâtes. Le genre de pâtes spécifiques que Hugo aime maintenant, qui sont différentes de toutes celles que vous trouverez dans un livre de cuisine parce que nous les avons modifiées ensemble pendant environ 3 ans de négociations. Et j'ai fait le dîner. Nous avons mangé à la table de la cuisine. Ses cahiers étaient toujours là. Ses moniteurs étaient toujours allumés. Il avait construit quelque chose de nouveau toute la journée. Je pouvais le dire à la qualité spécifique de concentration de son silence, qui est différente de tous ces autres silences, d'une manière que je ne pourrais pas vous expliquer, mais que je reconnaîtrais dans le noir complet. Elle a perdu, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Girard m'a envoyé un SMS. Nous avons mangé. Le signalement aux impôts, c'était l'idée de Girard, ai-je ajouté. Non, ce n'était pas la sienne. Je l'ai regardé. Il n'a pas levé les yeux, juste un petit coin de sa bouche s'est étiré. Ce gamin. J'ai découvert le compte de retraite un samedi, 3 semaines plus tard. J'étais assis sur la véranda avec mon café quand la notification bancaire est arrivée sur mon téléphone et je l'ai regardée pendant un long moment, la relisant 3 fois comme on relit quelque chose qui ne peut pas être vrai.
Puis je suis resté assis là encore un peu. 200 000 € transférés. Une note dans le champ libellé du virement. Les banques vous donnent un nombre limité de caractères, ce que Hugo avait vérifié à l'avance. Elle disait simplement, pour Jean-Pierre, il sait pourquoi. Il y avait aussi un post-it physique sur ma cafetière le lendemain matin. Je ne sais pas quand il l'a mis là. Je ne sais pas comment il a fait sans me réveiller. Il a 16 ans et j'en ai 71, et apparemment, la furtivité est une compétence dont on ne m'avait pas informé. La note disait, pour avoir été là. Je me suis tenu dans ma cuisine, en chaussettes et en peignoir, à 6 h du matin, lisant un post-it de mon petit-fils autiste, qui ne pouvait autrefois pas parler et qui construit maintenant des ponts pour d'autres enfants qui ne peuvent pas parler. Qui a tranquillement démantelé le dossier juridique de sa propre mère avec 14 pages codées par couleur et 6 semaines de conversations patientes et délibérées, qui me faisait du thé quand il avait 9 ans parce qu'il s'inquiétait pour mon stress. Je suis resté là un moment. Puis j'ai fait du café, je suis allé sur la véranda et j'ai regardé les oiseaux à la mangeoire qu'il m'a construite avec le mécanisme de contrepoids qui éloigne les écureuils. Et j'ai pensé, Françoise, tu devrais voir ce gamin. Dehors, un écureuil était assis au pied du poteau de la mangeoire, perplexe et furieux, essayant la même approche pour la 4e fois et obtenant le même résultat. Certains problèmes, me suis-je dit, sont des problèmes d'ingénierie, et certaines personnes sont juste des écureuils qui n'ont jamais compris ça. L'appel d'Aurélie, quand il est arrivé, et il est arrivé parce que Maître Dumas était tenace, a été rejeté en février. Le contrôle fiscal a entraîné des pénalités et des rappels de paiement qui totalisaient, comme Girard me l'a dit avec une neutralité toute particulière dans la voix, plus que ce qu'elle était venue chercher ici. Elle n'a plus repris contact depuis. Hugo n'a pas posé de questions sur elle. Au moment où j'écris ces lignes, il travaille sur son prochain projet depuis 3 mois. Il ne veut pas encore me dire ce que c'est. Il m'a montré un diagramme vendredi dernier que j'ai fixé pendant 1 minute entière avant d'admettre que je n'avais aucune idée de ce que je regardais. Il a hoché la tête patiemment. Il a l'habitude. Il me le dira quand ce sera prêt. Je serai sur la véranda. Jean-Pierre Booker vit à Saint-Junien avec son petit-fils, Hugo. Il boit son café chaud. Ses genoux sont toujours bruyants. Il considère ces 2 faits comme acceptables. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de récits réels, bruts et centrés sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cet univers.